Il était 9h10 ce dimanche matin. Le temps était resplendissant et la chambre baignée de soleil, et Ben commençait à s'inquiéter sérieusement de n'avoir pas encore vu Suzanne lorsque le téléphone sonna. Il arracha le récepteur. Allô dit-il d'une voix angoissée. Du calme, je suis là-haut avec Matt Burke qui souhaite que tu lui fasses le plaisir de venir le voir dès que possible. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Je suis venu tout à l'heure, mais tu dormais comme un agneau. Oh, ils vous donnent le coup de bambou avec leurs pilules, certainement pour pouvoir subtiliser quelques organes pendant la nuit à l'intention de leur clientèle de milliardaires, dit Ben. Comment va Matt? Monte, tu verras par toi-même. Elle n'avait pas encore raccroché qu'il avait déjà enfilé sa robe de chambre. Matt avait bien meilleure mine. Il en paraissait presque rajeuni. Suzanne, qui portait une robe d'un bleu vif, était assise à côté de son lit. Quand Ben entra, Matt fit un grand geste de la main. Prenez un de ces sièges et venez vous installer près de moi. Ben se saisit d'un des fauteuils remarquablement inconfortables qui garnissaient la chambre et s'assit. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Faible, mais beaucoup mieux. Ils ont arrêté les perfusions hier soir et m'ont donné un œuf poché pour mon petit déjeuner ce matin. Rideau, changement de décor, le vieux bonhomme va rentrer chez lui. Ben donna un baiser léger à Suzanne. Le visage de la jeune fille était calme, mais il se rendit vite compte que ce n'était qu'une apparence. Est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis ton coup de téléphone d'hier soir? À ma connaissance, rien. Mais je suis parti de la maison vers 7 heures ce matin, et la ville se réveille un peu plus tard le dimanche. Ben tourna son regard vers Matt. Est-ce que vous vous sentez assez bien pour discuter de tout ça? Oui, je crois, dit Matt en se redressant un peu sur ses oreillers. La croix d'or que Ben lui avait mise autour du cou brillait sous le soleil. À propos, merci pour la croix. J'ai beau l'avoir dénichée au rayon des soldes du Woolworth vendredi après-midi, c'est fou ce que ça me réconforte de la voir. Et où en êtes-vous d'après les médecins? Stabilisé. C'est le terme qu'a employé le jeune docteur Cody lorsqu'il m'a examiné hier après-midi. D'après l'électrocardiogramme, il s'agit d'une crise cardiaque sans gravité, pas de formation de caillots. Il eut un grognement ironique. L'animal a intérêt à ce qu'il en soit ainsi. J'avais fait un check-up il y a une 8aine de jours, et il m'avait dit que mon cœur ne me lâcherait pas de sitôt. Je pourrais le poursuivre pour promesse fallacieuse. Il s'arrêta et lança un regard tranquille à Ben. Il m'a dit qu'il avait vu ce genre de crise survenir à la suite d'un choc émotionnel grave. Je n'ai rien dit. Ai-je bien fait? Ah oui, certainement, répondit Ben. Mais depuis, la situation a évolué. Suzanne et moi, nous allons voir Cody aujourd'hui et lui cracher le morceau. S'il ne me signe pas mes papiers de sortie immédiatement, nous vous l'envoyons. Oui, et je lui dirai ma façon de penser, dit Matt d'une voix grondeuse. Savez-vous que cet ignoble individu ne me laisse même pas fumer ma pipe? Est-ce que Suzanne vous a fait part de tout ce qui s'est passé à Salem depuis vendredi soir? Demanda Ben. Non, elle m'a dit qu'elle préféra attendre que nous soyons tous les trois. Alors, avant qu'elle ne vous raconte tout, voudriez-vous me dire exactement ce qui s'est passé chez vous l'autre soir? Le visage de Matt s'assombrit et il perdit un instant son air de convalescent pour reprendre celui du vieil homme que Ben avait vu la veille en train de dormir. Oh, si vous ne vous sentez pas assez bien pour... Mais si, ça va. Il faut que ça aille d'ailleurs, si ce que je soupçonne se vérifie. Il eut un sourire amer. Je me suis toujours considéré comme dénué de préjugés et prêt à admettre beaucoup de choses. Mais c'est surprenant de voir à quel point l'esprit s'attache à repousser ce qui lui déplaît ou ce dont il a peur. Ça me fait penser à ces ardoises magiques que nous avions étant enfants. Quand on n'aimait pas ce qu'on avait dessiné, il suffisait de soulever la feuille et tout disparaissait. Mais le dessin restait gravé toujours sur le fond noir, dit Suzanne. Oui, reprit Matt, il lui sourit. C'est une belle métaphore pour figurer l'interaction du conscient et de l'inconscient. C'est dommage que Freud ait été forcé de s'en tenir aux oignons. Mais nous nous égarons. Il regarda Ben. Suzanne vous a déjà fait une relation des événements? Oui, mais... Oui, bien sûr. Je voulais seulement m'assurer que je n'avais plus besoin de m'étendre sur les tenants et aboutissants. Il dit ce qu'il avait à dire d'une voix égale, ne s'arrêtant que lorsqu'une infirmière en chaussures à semelles de crêpe vint lui demander discrètement s'il désirait un verre de ginger ale. Il accepta et termina son récit. Ben remarqua que lorsqu'il en était arrivé au moment où Mike avait reculé jusqu'à la fenêtre, avant de disparaître, les glaçons s'étaient mis à teinter dans le verre qu'il tenait à la main. Mais sa voix ne fléchit jamais. Il devait avoir cette clarté d'élocution quand il faisait ses cours. Ben pensa, une fois de plus, que Matt était quelqu'un de tout à fait étonnant. Il se tut et il y eut un long silence qu'il rompit lui-même. « Et maintenant, vous qui n'avez rien vu de vos propres yeux, que pensez-vous de mon histoire ?»« Eh bien, nous en avons discuté pendant un bon moment hier, » dit Suzanne. « Je préfère laisser parler Ben. » Un peu timidement, Ben passa en revue toutes les explications rationnelles possibles, puis les réfuta tour à tour.
Quand il évoqua le store qui se fixait de l'extérieur, le sol meuble et l'absence de traces d'échelle, Matt applaudit. Bravo, vous êtes un vrai détective. Puis il regarda Suzanne. Et toi qui m'écrivais des dissertations si bien balancées, si logiques dans leur raisonnement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Elle regarda ses mains occupées à lisser les plis de sa robe, et puis leva les yeux vers Matt. Ben m'a fait tout un cours de linguistique hier sur l'expression « je ne peux pas ». Je ne vais pas donc l'utiliser, mais il m'est très difficile de croire que Salem est aux prises avec des vampires, monsieur Burke. Si on peut arranger ça discrètement, je suis tout prêt à prendre une petite dose de sérum de vérité, dit Matt d'une voix douce. Suzanne rougit. Non, non, comprenez-moi, je vous en prie. Je suis convaincu qu'il se passe quelque chose en ville, quelque chose d'horrible. Mais ça... Matt allongea le bras et posa sa main sur celle de Suzanne. Je comprends, Suzanne, mais veux-tu faire quelque chose pour moi? Oui, si je peux. Partons, tous les trois, du principe que tout ceci est vrai. Prenons-le comme un fait acquis jusqu'à, et seulement jusqu'à, ce que la preuve du contraire nous soit apportée. Une méthode scientifique, comme tu vois. Ben et moi avons déjà discuté des moyens de mettre notre affirmation de base à l'épreuve, et personne plus que moi n'espère l'avoir réfutée. Mais vous ne pensez pas qu'elle puisse l'être, n'est-ce pas? Demanda Suzanne. Non, dit-il doucement. Après en avoir discuté longuement avec moi-même, j'ai pris ma décision. Je crois à ce que j'ai vu. Laissons de côté provisoirement le fait de savoir si on croit ou si on ne croit pas, dit Ben. Avec le peu de données que nous possédons, ce serait une attitude trop subjective. D'accord, dit Matt. Mais comment devons-nous procéder, d'après vous? Eh bien, j'aimerais vous nommer maître de recherche. Avec la culture que vous avez, c'est à vous que ce rôle revient de droit. Et puis, vous ne pouvez pas vous servir de vos jambes actuellement. Matt le regarda comme il avait regardé Cody quand le jeune docteur lui avait dit qu'il ne pouvait pas encore reprendre sa pipe. Je vais appeler Loretta Starcher dès l'ouverture de la bibliothèque. Il faudra qu'elle m'apporte les livres dans une brouette. Mais c'est dimanche, lui rappela Suzanne. La bibliothèque est fermée. Oh, elle l'ouvrira, ou elle aura affaire à moi. Bon, prenez tout ce qui se rapporte au sujet, dit Ben. Qu'il soit abordé par le biais de la psychologie, de la pathologie ou de l'étude des mythes. Vous comprenez? Tout, absolument tout. Je prendrai des tas de notes, dit Matt d'une voix ferme. Oui, je m'y engage. Il les regarda tous les deux. C'est la première fois depuis que je me suis réveillé ici que je me sens un homme. Et vous, qu'allez-vous faire? Eh bien, d'abord voir le docteur Cody. C'est lui qui a examiné Ryerson et Floyd Tibbets. Peut-être arriverons-nous à le persuader d'exhumer Danny Glick. Pensez-vous qu'il le ferait? Demanda Suzanne à Matt. Matt aspira un peu de ginger ale avec sa paille avant de répondre. Le Jimmy Cody que j'ai eu comme élève le ferait, sans hésiter. C'était un garçon plein d'imagination et très ouvert, remarquablement dénué de préjugés. Ce que les études médicales ont fait de lui, ça, je ne le sais pas. Tout ça me paraît bien compliqué, dit Suzanne, d'autant qu'on risque d'essuyer un refus catégorique du docteur Cody. Pourquoi est-ce que Ben et moi, nous n'irions pas tout simplement jusqu'à Marston House pour tirer les choses au clair? D'ailleurs, c'était ce que nous voulions faire la semaine dernière. Je vais te dire pourquoi, dit Ben. C'est parce que nous partons du principe que tout ceci est vrai. Es-tu donc si pressé de mettre ta tête dans la gueule du loup? Je croyais que les vampires dormaient pendant la journée, dit Suzanne. Je ne sais pas qui est Stracker, mais en tout cas ce n'est pas un vampire, dit Ben. À moins que ce que dit la légende ne soit complètement faux. On l'a vu et revu tous ces jours-ci. Au mieux, il nous y conduira sans que nous ayons rien vu. Au pire, il nous retiendra prisonniers jusqu'à la nuit, afin que nous servions d'en-cas à son maître lors de son réveil. Barlow? Demanda Suzanne. Ben haussa les épaules. Pourquoi pas? Cette histoire de voyage d'affaires à New York est un peu trop belle pour être vraie. Suzanne gardait une expression butée, mais ne dit plus rien. Et que ferez-vous si Cody vous rit au nez? Demanda Matt. Sans parler de ce qu'il pourrait faire d'autre, par exemple prendre son téléphone pour vous signaler à la police. Eh bien, nous irons au cimetière dès le coucher du soleil, dit Ben, et nous nous posterons près de la tombe de Danny Glick. Ce sera le premier test. Matt se souleva de son lit. Promettez-moi que vous serez prudent. Ben, promettez-le-moi. Nous serons prudents, dit Suzanne d'une voix apaisante. Nous nous couvrirons de croix de la tête aux pieds. Oh, ne plaisante pas, grommela Matt. Si tu avais vu ce que j'ai vu. Il détourna la tête et se perdit dans la contemplation du ciel lumineux d'automne et du feuillage doré de l'aune qui déployait ses branches devant la fenêtre. Si Suzanne plaisante, moi pas, dit Ben. Nous prendrons toutes les précautions voulues. Voyez le père Callahan, dit Matt. Demandez-lui de vous donner de l'eau bénite, et si possible quelques hosties. Quelle sorte d'homme est-ce? Demanda Ben. Matt haussa les épaules. Un peu étrange. Il se peut qu'il soit alcoolique, mais cela ne nuit en rien à sa façon d'être, distinguée et courtoise.
Je ne serais pas étonné qu'il regimbe légèrement sous le joug d'une papauté un peu trop progressiste à son goût. Êtes-vous sûr que le père Callahan est... qu'il boit demanda Suzanne, les yeux écarquillés. Non, pas certain, dit Matt. Mais un de mes anciens élèves, Bud Campion, employé au magasin de vins et spiritueux de Yarmouth, m'a dit que Callahan était un de leurs plus fidèles clients. Il apprécie particulièrement le Jim Beam. Il a du goût. Et est-ce quelqu'un à qui on peut parler demanda Ben. Ça, je ne sais pas. Je pense que vous ne risquez rien en essayant. Ah, vous ne le connaissez donc pas du tout? Non, presque pas. Il était en train d'écrire une histoire de l'Église catholique en Nouvelle-Angleterre, et il a une connaissance approfondie des poètes de notre âge d'or. Vitier, Langlefaut, Russell, Holmes et les autres. Et il est venu faire une petite conférence à mes élèves de la section littéraire à la fin de l'année dernière. Il a l'esprit vif et caustique. Les élèves ont beaucoup apprécié. Je le verrai, dit Ben, mais je m'en remettrai à mon flair. Une infirmière jeta un coup d'œil dans la chambre, fit un signe de tête, et un moment plus tard, Jimmy entra, son stéthoscope autour du cou. « Vous ne fatiguez pas mon malade ?» demanda-t-il d'un ton aimable. « Oh, pas autant que toi en me refusant ma pipe, » dit Matt. « Il ne faut absolument pas fumer, » dit Cody distraitement en prenant connaissance de la fiche de Matt. « Sacré toubib » grogna Matt. Cody remit la fiche en place et commença à tirer le rideau vert destiné à isoler le lit en cas d'examen ou de soins. « Je vais vous demander de sortir un instant. Excusez-moi. Comment va votre tête, monsieur Mears ? Bien. Il ne semble pas y avoir de fuite. Avez-vous su pour Floyd Tibbets ? Oui, Suzanne m'a dit. J'aimerais vous parler si vous avez un instant après vos visites. Je peux vous voir en dernier, si vous voulez, vers 11 heures. Parfait. Cody continua à tirer le rideau. Maintenant, si vous et Suzanne voulez bien nous excuser, la porte de la caverne va se fermer, dit Matt. Celui qui découvrira le mot magique aura droit à $100. Le rideau glissa, séparant Ben et Suzanne du lit. Ils purent encore entendre Cody dire « La prochaine fois que je vous aurai sous anesthésie, j'en profiterai pour vous retirer votre langue et un bon bout de votre lampe antérieure. » Ils échangèrent un sourire, comme font les amoureux quand aucun nuage ne cerne leur horizon. Mais leur sourire s'effaça aussitôt, et l'espace d'un instant, ils se demandèrent chacun s'ils n'avaient pas perdu l'esprit. Quand Jimmy Cody arriva enfin dans la chambre de Ben, il était 11h20. Ben se lança aussitôt. « Ce dont je voulais vous parler, c'est... Oh, d'abord la tête, après on s'occupera du reste. » Il écarta avec douceur les cheveux de Ben, regarda le pansement et dit « Excusez-moi, je vais vous faire un peu mal. » Là-dessus, il arracha d'un coup sec le sparadrap, ce qui fit sursauter Ben. « Sacré boss, » dit-il d'un ton admiratif. Puis il recouvrit la blessure avec un pansement légèrement plus petit. Il examina les yeux de Ben, puis donna 2 coups sur son genou gauche à l'aide d'un petit marteau en caoutchouc. Ben se demanda avec un certain malaise s'il avait utilisé le même marteau pour Mike Ryerson. « Tout cela paraît satisfaisant, dit-il, en rangeant les instruments dans sa sacoche. « Quel est le nom de jeune fille de votre mère ? Ashford ? Le nom de votre instituteur ou de votre institutrice à l'école primaire ? Mrs. Perkins, une vieille dame qui avait des cheveux bleus. » Il lui avait posé les mêmes questions quand il avait repris conscience. « Le second nom de votre père ? Merton. Avez-vous des vertiges, des nausées ? Non. Des anomalies de l'odorat, de la vision ou de... Non, non et non, je me sens parfaitement bien. Je vais vérifier ça, dit Cody d'un ton un peu raide. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de voir double ? Non, pas depuis le jour où je me suis vanté de pouvoir avaler 15 litres de bière d'affilée. Parfait, dit Cody. Je vous déclare guéri. Vous pouvez rendre grâce à l'efficacité de la médecine moderne et à la dureté de votre tête. Et maintenant, de quoi voulez-vous me parler ? De Tibbets et du petit MacDougall, j'imagine. Je peux seulement vous dire ce que j'ai dit à Parkins Gillespie. 1. Je suis content que ça ne soit pas passé dans les journaux. Un scandale par siècle, ça suffit pour notre petite ville. 2. Je veux bien être pendu si je sais qui a pu faire quelque chose d'aussi tordu. Ça ne peut pas être quelqu'un d'ici. Nous avons notre lot de cinglés, mais... Il s'arrêta en voyant que Ben et Suzanne le regardaient sans comprendre. « Vous ne savez pas... On ne vous a pas dit ?»« Dit quoi ?» demanda Ben. « Quelqu'un a fait disparaître les corps de la morgue de Portland la nuit dernière. »« Mon Dieu !» dit Suzanne d'une voix blanche. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Cody avec un intérêt soudain. « Vous savez quelque chose ?»« Je commence à croire que oui, » dit Ben. Il était 12h10 quand ils eurent fini de lui raconter leur histoire. L'infirmière avait apporté son déjeuner à Ben, mais il n'y avait pas touché. Quand la dernière syllabe s'éteignit, ils restèrent tous les trois silencieux. Par la porte entr'ouverte leur parvenait le bruit des couteaux et des fourchettes agités par les malades de l'étage, qui, eux, avaient dû être bien contents de voir arriver l'heure du repas. « Des vampires, dit Jimmy Cody. Venant de Matt Burke, on peut difficilement en rire,
ajouta-t-il. Ben et Suzanne se taisaient. Et vous voudriez que j'exhume le gosse des Glick, continua Cody d'une voix troublée. Le Dracula en herbe. Il sortit une petite bouteille de sa sacoche et la lança à Ben, qui l'attrapa au vol. Aspirine, dit-il. Vous en prenez de temps en temps? Oui, souvent. Mon père appelait ça la meilleure infirmière du bon docteur. Savez-vous comment elle agit? Non, dit Ben en jouant distraitement avec la bouteille d'aspirine. Il ne connaissait pas assez bien Cody pour déceler ce qu'il laissait paraître ou gardait caché d'habitude, mais il était sûr que son visage juvénile devait rarement avoir cette expression grave et méditative en face des malades. Il n'en dit pas plus pour ne pas troubler les pensées du jeune docteur. Ni moi, ni personne, mais c'est souverain pour soigner les migraines, l'arthrite, les rhumatismes, dont on ne sait pas non plus ce qu'ils sont. Pourquoi a-t-on mal à la tête? Il n'y a aucune raison physiologique à ça. On sait que l'aspirine est très proche pour sa composition chimique du LSD, mais pourquoi faut-il que l'une vous retire votre mal de tête et que l'autre vous remplisse la tête de fleurs? S'il y a ainsi beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est le cerveau. Le médecin le plus savant du monde nage dans un océan d'ignorance. Nous agitons nos baguettes divinatoires, nous tuons nos poulets et nous lisons des présages dans leur sang. Et ça marche souvent, aussi incroyable que cela soit. Magie blanche, gris-gris, mes professeurs à l'école de médecine s'arracheraient les cheveux s'ils m'entendaient. Certains l'ont déjà fait quand je leur ai dit que je m'installais comme généraliste dans une petite ville du Maine. Ils piqueraient une crise de nerfs s'ils savaient que je vais demander un permis d'exhumer pour le petit Glick. Vous allez le faire? Dit Suzanne, stupéfaite. Ça ne peut faire de mal à personne. S'il est mort, il est mort. S'il ne l'est pas, j'aurai une communication intéressante à faire à l'Association des médecins américains lors de mon prochain congrès. Je vais dire au médecin légiste du comté qu'il me faut voir si Danny Glick n'était pas atteint d'une encéphalite infectieuse. C'est la seule justification qui me vienne à l'esprit. Et est-ce que ça pourrait être ça? Dit Suzanne avec espoir. Oh, c'est fort peu probable. Il faudrait que ce soit fait le plus tôt possible, dit Ben. Quand pourriez-vous? Demain, ou plus tôt. Si ça soulève des problèmes, mardi ou mercredi. Et comment devrait être le corps, normalement? Demanda Ben. Enfin, je veux dire... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Les Glick n'ont pas dû faire embaumer le corps. Vous ne croyez pas? Non, je pense pas. Donc ça fait une semaine? Oui. Donc quand on ouvrira le cercueil, on observera une poussée de gaz, accompagnée d'une odeur putride. Le corps sera probablement tout boursouflé, les cheveux auront poussé jusque dans le cou, ils continuent à pousser pendant très très longtemps. Les ongles des mains seront aussi très longs. Les yeux seront presque certainement tombés à l'intérieur. Suzanne essayait de garder l'attitude calme et attentive de l'étudiante à qui on donne une explication scientifique, mais elle n'y parvenait pas vraiment. Ben se félicitait de n'avoir pas mangé son déjeuner. Le cadavre ne sera pas encore vraiment putréfié, continua Cody d'une voix doctorale, mais la décomposition pourra être suffisamment avancée pour qu'on observe une espèce de moisissure sur les joues et les mains. Il s'arrêta. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui me prend de vous donner tous ces détails nauséabonds. Il peut y avoir des choses pires que la décrépitude post-mortem, remarqua Ben d'un ton qu'il s'efforçait de garder neutre. Imaginez que vous ne rencontriez aucun de ces signes. Imaginez que le corps soit exactement comme il l'était le jour de l'enterrement. Que faudra-t-il faire alors? Lui enfoncer un pieu dans le cœur? Difficile, dit Cody. Surtout que l'exhumation aura lieu en présence du médecin légiste ou de son assistant. Je doute que même Brent Norbert considère comme un acte professionnel le fait de sortir un pieu de ma sacoche et d'en transpercer le cadavre d'un enfant. Qu'est-ce que vous ferez alors? S'enquit Ben. J'en demande pardon à Matt Burke, mais je ne crois pas que la question se posera. Cependant, si le corps était vraiment comme vous dites, il serait à coup sûr transporté au centre médical du Maine pour un examen approfondi. Dans ce cas-là, j'attendrai la nuit pour effectuer l'examen, et j'observerai tous les phénomènes qui se produiraient. Et s'il se dresse sur son lit d'examen? Oh, je suis comme vous, je ne parviens pas à l'imaginer. Moi, il me semble que j'y parviens de mieux en mieux, dit Ben d'une voix sinistre. Est-ce que je pourrais être là quand tout ça se passera, si quelque chose se passe? On s'arrangera. Parfait, dit Ben. Il se leva de son lit et se dirigea vers le placard où étaient suspendus ses vêtements. Je vais... Il se retourna en entendant Suzanne éclater de rire. Qu'est-ce qu'il y a? Cody avait un sourire jusqu'aux oreilles. Les chemises d'hôpital ont une fâcheuse tendance à s'ouvrir dans le dos, monsieur Mears. Oh, merde, dit Ben en s'efforçant de refermer sa chemise. Et puis, appelez-moi donc Ben. Je veux dire, appelle-moi donc Ben. D'accord, Ben. Eh bien, après ce petit épisode burlesque, on va te quitter, Suzanne et moi. Tu nous retrouveras en bas, à la cafétéria, quand tu auras passé une tenue décente. On a du pain sur la planche, toi et moi, cet après-midi. Ah bon? Quoi donc? Il va falloir raconter l'histoire de l'encéphalite au Glick. Je te prends comme assistant si tu veux. Tu ne diras rien, tu te contenteras de hocher la tête au bon moment.
Ils ne vont peut-être pas apprécier qu'on exhume leur fils. Ah oui, mets-toi à leur place. Et est-ce que tu as besoin de leur autorisation pour obtenir le permis d'exhumer demanda Suzanne. En principe, non. En fait, probablement oui. Si les Glick s'opposaient catégoriquement à l'exhumation, nous serions obligés de déposer notre demande en justice. Il faudrait compter de 15 jours à 1 mois pour que l'affaire passe, et à ce moment-là, mon histoire d'encéphalite perdrait tout son sens. Il se tut un instant et regarda Suzanne et Ben. Cela m'amène à ce qu'il y a de plus troublant, en dehors de ce que nous a raconté M. Burke. Danny Glick est le seul cadavre qui nous reste, les autres se sont évanouis dans la nature. Ben et Jimmy Cody arrivèrent chez les Glick vers 1h30. La voiture de Tony Glick était dans l'allée, mais aucun bruit ne s'échappait de la maison. Après avoir frappé plusieurs fois à la porte sans obtenir de réponse, ils traversèrent la route et se dirigèrent vers la maison d'en face. Une petite maison préfabriquée, style ranch, malheureux vestige des années 50, soutenue d'un côté par une paire d'étais métalliques tout rouillés. La boîte aux lettres portait le nom de Dickens. Il y avait un flamant rose sur la pelouse, près du chemin, et un petit cocker remua la queue à leur approche. Ils sonnèrent, et Pauline Dickens, serveuse au café L'Excellent, et en même temps associée de la société qui gérait cet établissement, ouvrit la porte. Elle portait son uniforme de travail. « Salut, Pauline, dit Jimmy. Savez-vous où sont les Glick ?»« Vous voulez dire que vous ne savez pas ?» demanda Pauline. « Que je ne sais pas quoi. Mrs. Glick est morte ce matin à l'aube. Son mari en est tout retourné. Ils l'ont emmenée à l'hôpital général du Maine. » Ben regarda Cody. Jimmy ressemblait à un homme qui vient de recevoir un coup de pied dans l'estomac. « Et où a-t-on emmené le corps de Mrs. Glick ?» demanda Ben. Pauline passa sa main sur ses hanches pour s'assurer que sa jupe d'uniforme était bien ajustée. « Eh bien, j'ai eu ma belle Wertz au bout du fil il y a 1 heure, et elle m'a dit que Parkins Gillespie s'apprêtait à emmener le corps à la maison funéraire tenue par ce juif à Cumberland. Il le faut bien, puisqu'on ne sait pas où est Carl Foreman. »« Merci, dit Cody d'une voix lente. « C'est terrible, ajouta Pauline en regardant longuement la maison vide de l'autre côté de la route. La voiture de Tony Glick, garée dans l'allée, avait l'air d'un grand chien fatigué qu'on aurait attaché là pour l'abandonner ensuite. Si j'étais superstitieuse, j'aurais peur. « Peur de quoi, Pauline ?» demanda Cody. « Oh, de certaines choses. » Elle eut un sourire vague, ses doigts jouèrent avec la petite chaîne qu'elle avait au cou, une médaille de Saint-Christophe. Ils remontèrent dans leur voiture et regardèrent en silence Pauline partir à son travail au volant de la sienne. « Et maintenant ?» demanda enfin Ben. « Bah, c'est le merdier intégral, dit Jimmy. Le juif de la maison funéraire, c'est Maury Green. Je me demande si on ne devrait pas aller jusqu'à Cumberland. Il y a 9 ans, le fils de Maury a failli se noyer dans le lac Sebago. Je me trouvais là avec une amie et je lui ai fait du bouche à bouche. J'ai réussi à le tirer de là. C'est peut-être l'occasion de profiter de la reconnaissance que me voue Maury. Et est-ce que la reconnaissance y fera quelque chose ? Le médecin légiste a dû prendre le corps pour en faire l'autopsie, ou l'examen post-mortem, je ne sais pas comment ils appellent ça. Oh, j'en doute. Souviens-toi qu'on est dimanche. Le médecin légiste doit être en balade avec son petit marteau. C'est un géologue amateur. Quant à Norbert... Tu te souviens de Norbert ? Ben fit non de la tête. Norbert est censé être de garde, mais c'est un fantaisiste. Il a probablement décroché son téléphone pour pouvoir regarder tranquillement le match de baseball. Si nous allons maintenant à la maison funéraire de Maury Green, il y a bien des chances pour que nous y trouvions le corps et pour que personne ne passe d'ici ce soir. Bon, dit Ben. Allons-y alors. Il se souvint du coup de téléphone qu'il devait donner au père Callahan. Ce serait pour plus tard. Les choses allaient très vite maintenant, beaucoup trop vite à son gré. Cauchemar et réalité ne faisaient plus qu'un. Perdus l'un comme l'autre dans leurs pensées, ils roulèrent en silence jusqu'à l'autoroute. Ben pensait à ce que Jimmy avait dit à l'hôpital. Carl Foreman partit on ne savait où. Les corps de Floyd Tibbets et du bébé des McDougall disparus sous le nez des employés de la morgue. Mike Ryerson évanoui dans la nature, et Dieu sait combien d'autres encore. Combien de personnes pourraient ainsi disparaître à Salem sans qu'on s'en aperçoive avant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 200, 300 ? Rien que d'y penser, ses mains devenaient moites. Ça commence à ressembler à un rêve de paranoïaque, dit Jimmy, ou à un dessin animé de Gahan Wilson. Le plus effrayant dans tout ça, quand on regarde les choses avec un peu de recul, c'est la relative facilité avec laquelle une colonie de vampires arrive à se constituer. Si l'on admet le postulat de base, bien entendu. Salem sert de cité dortoir à Portland, Lewiston et Gate Falls, principalement. Dans une usine, on remarque tout de suite une poussée d'absentéisme. Il n'y a pas d'usine dans notre petite ville. Les écoles sont des écoles de district, et si les listes d'absence s'allongent un peu, qui s'en rendra compte ? Beaucoup de gens vont à l'église à Cumberland, mais plus encore n'y vont pas du tout. Et puis la télévision a mis un terme à la vie de quartier telle qu'elle existait autrefois.
Exception faite pour les quelques vieux croutons qui se retrouvent chez Milt. Une fois le mécanisme enclenché, tout peut donc se tramer dans l'ombre, et très vite. Ouais, dit Ben. Danny Glick contamine Mike, Mike contamine... oh, je ne sais pas. Floyd, peut-être. Le bébé des McDougall contamine son père, sa mère. Au fait, est-ce que quelqu'un s'est soucié de ce qu'ils devenaient? Ils ne font pas partie de ma clientèle, répondit Jimmy. Tel que je connais le docteur Plowman, il a dû les appeler ce matin à la première heure pour leur faire part de la disparition du corps de leur fils, mais je n'ai aucun moyen de le vérifier. Il faudra voir ça de près, dit Ben. Il commençait à sentir le cercle se resserrer. Tu imagines la progression géométrique? Et quelqu'un qui ne ferait que traverser Salem ne se rendrait compte de rien. Encore un de ces trous où il n'y a plus un chat dans les rues à 9 heures du soir, penserait-il. Mais qui peut savoir ce qui se passe dans les maisons, derrière les stores baissés? Les gens peuvent être couchés dans leur lit, ou remisés dans leurs placards comme des balais, ou au fond de leur cave, à attendre que le soleil se couche. À chaque aube nouvelle, moins de monde dans les rues, de moins en moins. Il avala péniblement sa salive. Du calme, dit Jimmy. Rien de tout ça n'est encore prouvé. Les preuves s'accumulent, tu veux dire, répliqua Ben. Si tout ceci pouvait s'inscrire dans un cadre de référence connu, épidémie de typhoïde ou de grippe du type A2, par exemple, la ville serait déjà en quarantaine. Oh, j'en doute. Tu as l'air d'oublier qu'une seule personne a vraiment vu quelque chose. Oui, mais il se trouve que c'est loin d'être l'idiot du village. N'empêche qu'il ne tarderait pas à se faire mettre au pilori si on savait, dit Jimmy. Par qui? Certainement pas par Pauline Dickens, en tout cas. Elle est mûre pour peindre des croix sur sa porte. À l'époque du Watergate et de la crise de l'énergie, Pauline est une exception, dit Jimmy. Ils se turent pendant le reste du trajet. La maison funéraire de Green était située dans le quartier nord de Cumberland. 2 corbillards étaient garés dans la cour du fond, entre la porte de la chapelle, qui servait pour tous les cultes, et une autre barrière de bois. Jimmy coupa le contact et regarda Ben. Prêt? Je crois. Ils sortirent de voiture. La révolte grondait dans le cœur de Suzanne depuis leur départ. Vers 2 heures de l'après-midi, l'orage éclata. Ils s'y prenaient stupidement tous les deux en empruntant un chemin incroyablement détourné pour prouver quelque chose qui, de toute façon, pardon monsieur Burke, n'avait ni queue ni tête. Elle allait, elle, monter jusqu'à Marston House, et tout de suite. Elle descendit de sa chambre et prit son sac. Sa mère était dans la cuisine en train de faire des petits gâteaux, et son père dans le salon, occupé à regarder le match de baseball. « Où vas-tu » demanda Mrs. Norton. « Faire une course. Je prends la voiture. »« On dînera à 6 heures. Tâche de rentrer à l'heure. »« Je serai ici à 5 heures au plus tard. » Elle sortit et grimpa dans sa voiture. Elle en était très fière, non parce que c'était la première chose importante qui lui appartenait en propre, mais parce qu'elle se l'était payée grâce à son travail, à son talent. Elle n'avait d'ailleurs pas encore tout réglé, il lui restait 6 mensualités à verser. C'était une Vega décapotable qui avait maintenant presque 2 ans. Elle sortit du garage en marche arrière avec précaution et fit un petit signe à sa mère qui la regardait partir de la fenêtre de la cuisine. Elle n'était pas revenue sur leur discussion, mais la blessure était trop profonde pour pouvoir être soignée. L'amputation était inévitable. Elle avait déjà rangé presque toutes ses affaires et elle sentait que sa décision était bonne. Il y avait longtemps qu'elle aurait dû la prendre. Tandis qu'elle roulait sur Brock Street et à mesure qu'elle s'éloignait de chez elle, Suzanne sentait monter en elle une excitation qui lui venait du but qu'elle s'était fixé et dans une certaine mesure de l'absurdité même de son propos. Elle allait agir et cette idée suffisait à la stimuler. C'était une fille à aller de l'avant, droit devant elle, et les événements du week-end l'avaient déboussolée. Même maintenant, elle se sentait prête à ramer contre vent et marée. À la sortie de la ville, là où le sol commençait à monter en pente douce, elle rangea sa voiture sur le bord de la route et pénétra dans les prés de la ferme Smith. Elle y avait repéré une palissade à neige, faite de piquets assemblés par des fils de fer, qui, roulés dans un coin, attendaient l'hiver. L'absurdité de l'aventure atteignait maintenant son maximum, et c'est en se moquant d'elle-même qu'elle agita dans tous les sens un des piquets pour l'arracher au fil qui le retenait. Ce piquet long d'1 mètre et pointu à un bout était un pieu tout trouvé. Elle l'emporta jusqu'à sa voiture et l'opposa sur le siège arrière. Elle n'ignorait pas ce à quoi il devait servir. Elle avait vu suffisamment de films d'épouvante au drive-in au cours de ses sorties à 4, 2 garçons, 2 filles, pour savoir qu'il fallait transpercer avec un vieux pieu le cœur du vampire. Mais c'était un savoir tout intellectuel, et elle préférait ne pas trop se demander si le moment venu elle saurait l'utiliser. Elle continua sa route et se dirigea vers Cumberland. Il y avait là, sur la gauche, une petite boutique de campagne qui ouvrait le dimanche et où son père venait prendre le Times. Suzanne se souvenait d'un petit éventaire de bijoux en toc à côté du comptoir. Elle acheta le Times et jeta son dévolu sur une petite croix dorée.
Ses dépenses se montèrent à un total de 4,50 $ que le gros caissier enregistra sans quitter de l'œil la télé où passait une émission de jeu. Elle prit par le nord en empruntant la nouvelle route goudronnée à 2 voies. L'air était vif, la journée lumineuse. La ville lui parut belle, et tout naturellement elle se mit à penser à Ben. À 8 kilomètres de County, elle tourna pour prendre Brooks Road. Après quelques montées et descentes à travers les terrains boisés qui s'étendaient au nord-ouest de la ville, la route plongeait à pic avant de gravir le flanc abrupt de Marsden Hill. Suzanne pouvait déjà voir à travers les arbres le toit de la maison. Elle se gara à l'entrée d'un chemin désaffecté, dans le creux du vallon, et sortit de sa voiture. Après un moment d'hésitation, elle prit le pieu et suspendit la croix à son cou. Elle se sentait ridicule. Qu'adviendrait-il si quelqu'un la surprenait en train de grimper la côte, un piquet à la main? « Tiens, salut, Suze. Où vas-tu donc comme ça ?»« Oh, simplement jusqu'à Marston House pour y tuer un vampire. Mais il faut que je me dépêche parce que je dois être rentré à 6 heures pour dîner. » Mieux valait couper à travers bois. Elle escalada précautionneusement un petit mur de pierre en ruine de l'autre côté du fossé qui bordait la route, et se félicita d'avoir mis un pantalon. Le nec plus ultra de l'élégance pour la chasse aux vampires. Avant que les bois ne commencent réellement, il fallait traverser toute une étendue de ravines et de broussailles. Elle se fraya un chemin péniblement, en prenant soin de faire le moins de bruit possible. Comme elle s'approchait de la crête, elle commença à apercevoir à travers les branches les murs de la maison. C'était la façade qui tournait le dos à la ville. À ce moment-là, elle sentit la peur la gagner. Elle n'aurait pas su dire exactement pourquoi, et en un sens, cela ressemblait à la peur qu'elle avait ressentie, mais déjà presque oubliée, chez Matt Burke. Elle était pratiquement sûre que personne ne pouvait l'entendre, et il faisait grand jour. Mais la peur était là, pesante, et il n'était pas question de la déloger. C'était comme si, ayant élu domicile dans un coin reculé et inexploré de son cerveau, elle avait tout à coup fait irruption dans le champ de sa conscience. Tout ce que Suzanne avait ressenti un moment auparavant, le plaisir d'être dehors par ce beau temps, l'impression de participer à un grand jeu, la satisfaction d'avoir pris une décision, tout cela avait disparu. Elle se souvint de la distinction entre lobe antérieur et mésencéphale et comprit à quel point elle était fondamentale. La partie antérieure du cerveau vous faisait aller de l'avant, encore et encore, en dépit des avertissements donnés par la partie médiane, celle de l'instinct, si semblable anatomiquement à la cervelle de l'alligator. Oui, la partie antérieure vous conduisait de force jusqu'à une porte qui tout d'un coup s'ouvrait sur quelque chose de monstrueux, jusqu'à une cave où... Oh, assez! Elle rassembla toute son énergie pour écarter ses pensées et s'aperçut alors qu'elle ruisselait de sueur. Tout ça parce qu'elle avait aperçu une vulgaire maison aux volets fermés. « Fais pas ton idiote, se dit-elle. Tu vas monter et regarder ce qui s'y passe. Un point, c'est tout. De la cour de devant, on peut voir ta maison à toi. Alors je te demande un peu, qu'est-ce qui pourrait bien t'arriver si près de chez toi ?» Néanmoins, elle se courba légèrement en avant, serra le pieu dans sa main, et quand les bois devinrent trop clairsemés pour offrir une protection suffisante, elle se mit à 4 pattes et commença à ramper. 3 ou 4 minutes plus tard, elle avait atteint le point extrême jusqu'où elle pouvait aller sans s'exposer au regard. Dissimulée derrière des buissons de genévrier, au pied d'un des derniers pins, elle aperçut la face ouest de la maison envahie par le chèvrefeuille que l'automne avait dénudé. L'herbe avait jauni, mais elle était encore très haute. Personne ne s'était soucié de la couper. Le silence fut soudain rompu par un bruit de moteur. Le cœur de Suzanne bondit dans sa poitrine. Elle parvint à se contrôler en s'agrippant au sol et en mordant jusqu'au sang sa lèvre inférieure. Un moment plus tard, elle vit une antique voiture noire qui faisait marche arrière, s'arrêtait à l'entrée du chemin et tournait pour prendre la route en direction de la ville. Avant qu'elle disparaisse, Suzanne avait eu le temps de voir très distinctement l'homme qui était au volant. Un crâne chauve, des yeux enfoncés si profondément qu'on n'en voyait plus que les orbites, des lèvres minces et le haut d'un costume de couleur sombre. Stracker. Partant faire ses courses chez Milt Crossen, peut-être. De sa cachette, elle voyait que presque tous les volets avaient des lattes cassées. Parfait. Elle s'approcherait en rampant et regarderait par les fentes des volets. Que verrait-elle? Probablement rien que des pièces délabrées, qu'on remettait en état, plâtre frais sur les murs, rouleaux de papier peint posés dans un coin, outils, échelles, seaux. Tout ça à peu près aussi romantique et supranaturel que la retransmission d'un match de foot à la télé. Et pourtant, la peur était là. Elle l'avait envahie soudain, l'instinct ayant balayé tous les raisonnements logiques et empli sa bouche d'une saveur âcre. Et Suzanne sut que quelqu'un était derrière elle avant même d'avoir senti la main sur son épaule. Il faisait presque nuit. Ben se leva de la chaise pliante en bois sur laquelle il était assis et alla vers la fenêtre pour jeter un coup d'œil sur la pelouse qui entourait la maison funéraire. Il ne remarqua rien d'anormal. Il était 7 heures moins le quart et les ombres du soir s'allongeaient de plus en plus.
Bien que ce fût l'automne, l'herbe était encore verte, et Ben se dit que l'entrepreneur des pompes funèbres devait veiller à ce qu'il en soit ainsi, jusqu'à ce que la neige la recouvre. Elle symbolisait, songeait-il, la continuité de la vie dans la mort de l'année finissante. Il trouva cette pensée particulièrement déprimante et détourna le regard. « J'ai envie d'une cigarette, dit-il. »« La cigarette tue, lui dit Jimmy sans se retourner. Il regardait, sur le petit Sony de Maury Green, l'émission du dimanche soir sur la vie des bêtes. En fait, moi aussi j'en ai envie. Je me suis arrêté il y a 10 ans, quand le chirurgien-chef a fait son grand numéro contre le tabac. Pas bon pour mon image de marque. Mais quand je me réveille, je tends toujours le bras pour attraper le paquet que je garde sur la table de nuit. Je croyais que t'avais arrêté. Oui, mais je le garde là, comme certains alcooliques gardent une bouteille de scotch dans le placard de la cuisine. Histoire de faire preuve de volonté, mon petit. Ben regarda l'horloge. 6h47. D'après le journal du dimanche de Maury Green, l'heure officielle du coucher du soleil était 7h02, heure locale. Jimmy avait mené son affaire de main de maître. C'est Maury Green lui-même qui leur avait ouvert la porte. Un petit bonhomme en gilet noir déboutonné et en chemise blanche à col ouvert. En voyant Jimmy, son air sévère et un peu méfiant avait fait place à un grand sourire. « Shalom, Jimmy !» s'était-il écrié. « Quel plaisir de te voir. Mais qu'est-ce que tu deviens ?»« Oh, je soigne les rhumes de cerveau de l'humanité, » avait dit Jimmy en souriant, tandis que Green lui serrait la main à l'écraser. « Je vais te présenter à un très bon ami à moi, Ben Mears. Maury Green. » Maury avait pris la main de Ben entre les siennes. Ses yeux brillaient derrière ses lunettes à monture noire. « À vous aussi, Shalom. Les amis de Jimmy sont mes amis. Entrez tous les deux. Je vais appeler Rachel. »« Attends un peu, » avait dit Jimmy. « Nous sommes venus te demander un service, un grand service. » Green avait lancé un regard scrutateur à Jimmy. « Un grand service ?» avait-il dit avec une ironie émue. « Et de quel droit? Si mon fils a été reçu en 3e à ses examens de fin d'année, ce n'est pas grâce à toi, n'est-ce pas? Tu sais que tu peux tout me demander, Jimmy, tout. » Jimmy avait rougi. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, Maury. »« Oh, pas de discussion, Jimmy, tu sais ce que j'en pense. Dis-moi, qu'est-ce qui vous tracasse tant, toi et M. Mears? Est-ce que vous avez été impliqué dans un accident? » Non, ce n'est pas ça. Maury les avait emmenés dans le petit coin qui lui servait de cuisine derrière la chapelle, et pendant qu'il parlait, il avait pris une vieille cafetière cabossée et avait mis du café à chauffer sur le réchaud. « Est-ce que Norbert est déjà venu chercher Mrs. Glick ?» avait demandé Jimmy. « Non, il n'a pas encore donné signe de vie, » avait dit Maury en posant la crème et le sucre sur la table. « Celui-là, il va arriver à 11h du soir et se demandera pourquoi je ne suis pas là pour lui ouvrir. » Il avait ajouté en soupirant. « Pauvre femme, tant de tragédies dans la même famille. Et elle a un air si doux, Jimmy. C'est ce vieil abruti de Reardon qui l'a amené ici. Tu étais son médecin? » Non, avait dit Jimmy. Mais Ben et moi nous aimerions la veiller ce soir, Maury, en bas. Green, qui tendait la main pour prendre la cafetière, s'était arrêté net. La veiller? L'examiner, tu veux dire? Non, avait répondu Jimmy sans broncher, seulement la veiller. Ah, tu plaisantes, s'était exclamé Maury. Il les avait observés attentivement. Non, je vois bien que vous ne plaisantez pas. Mais pourquoi voulez-vous faire une chose pareille? Je ne peux pas te le dire, Maury. Ah? Bon. Il avait versé le café, s'était assis à côté d'eux et avait avalé lentement quelques gorgées. Il n'est pas trop fort, juste comme il faut. A-t-elle eu quelque chose de contagieux? Jimmy et Ben avaient échangé un regard. Pas à proprement parler, avait dit finalement Jimmy. Tu voudrais que je n'en dise rien à personne, hein? Oui. Et si Norbert vient? Je me charge de Norbert, avait dit Jimmy. Je lui dirai que Reardon m'a demandé de voir si elle est morte d'une encéphalite infectieuse. Il n'ira pas chercher midi à 14h. Green avait opiné de la tête. D'autant qu'il n'est même pas capable de lire l'heure à sa montre. Alors, tu es d'accord, Maury? Oui, c'est d'accord. Mais je croyais que tu devais me demander un grand service. Oh, il est peut-être plus grand que tu ne le penses. Je finis mon café et je rentre chez moi. Dieu sait quelle horreur Rachel m'aura mijoté pour mon dîner du dimanche. Voilà la clé. Tu donneras un tour à la porte en t'en allant, Jimmy. Jimmy avait glissé la clé dans sa poche. Entendu. Merci encore, Maury. Oh, de rien. Tiens, il y a une chose qui me ferait plaisir. Quoi donc? Si elle dit quelque chose, note-le pour la postérité. Quand il avait vu leur tête, son rire lui était resté dans la gorge. 7h moins 5. Ben sentait la nervosité le gagner. Ça ne sert à rien de regarder l'horloge, dit Jimmy. Tu ne la feras pas avancer plus vite. Ben sursauta, l'air coupable. Je doute fort que les vampires, si toutefois ils existent, se réveillent pile au coucher du soleil, dit Jimmy. Il ne fait pas encore assez sombre. Il se leva néanmoins et coupa la télé, figeant un canard sauvage en plein cri.
Un lourd silence tomba sur la pièce. C'était la salle de travail de Green. Le corps de Marjorie Glick était étendu sur une table en acier inoxydable munie de gouttières et d'étriers qu'on pouvait monter ou descendre. Tout à fait comme les tables d'accouchement qu'on voit dans les hôpitaux, pensa Ben. En entrant, Jimmy avait rabattu le drap qui recouvrait le corps et l'avait rapidement examiné. Mrs. Glick portait une robe de chambre matelassée lit de vin et des pantoufles tricotées. Elle avait un pansement à la cheville gauche, peut-être s'était-elle coupée en se rasant. Ben avait détourné les yeux, mais il n'avait pu empêcher son regard de revenir à plusieurs reprises vers la table. « Qu'en penses-tu » avait-il demandé. « Je ne veux pas trop m'avancer, alors que dans 2 ou 3 heures nous serons probablement fixés, mais son état ressemble étrangement à celui de Mike Ryerson. Pas de lividité de l'épiderme, pas de raidissement, ni même de début de raidissement. » Il avait remonté le drap et refusé d'en dire davantage. Et maintenant, il était 7h02. « Où est ta croix » demanda soudain Jimmy. Ben sursauta. « Ma croix ? Je n'en ai pas. »« Tu n'as jamais été scout, » dit Jimmy. « Jimmy Cody, toujours prêt. » Il ouvrit sa sacoche, en tira 2 abaisse-langues, les dépouilla de leur enveloppe de cellophane et les assembla en croix à l'aide d'un bout de sparadrap. « Bénis-la, dit-il à Ben. « Quoi ? Je ne peux pas, enfin je ne sais pas faire ça. »« Invente alors. » Le visage avenant de Jimmy se contracta brusquement. « C'est toi l'écrivain. Alors, à toi de faire de la métaphysique. Mais, pour l'amour du ciel, dépêche-toi. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Est-ce que tu ne le sens pas ?» Oui, Ben le sentait. L'atmosphère était chargée d'électricité. Quelque chose se préparait dans le crépuscule pourpre qui descendait lentement. Quelque chose d'invisible mais d'oppressant. Sa bouche était devenue sèche et il dut humecter ses lèvres pour pouvoir parler. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, » commença-t-il. Puis il ajouta, l'idée lui venant après coup. « Et au nom de la Vierge Marie, bénie soit cette croix et... » Les mots se mirent à jaillir de ses lèvres avec une sûreté déconcertante, irréelle. Chaque phrase tomba dans la pièce sombre comme une pierre qui disparaît dans un lac profond, sans faire une ride. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène paître dans de verts pâturages et me désaltérer dans des eaux tranquilles. Il me redonne force à mon âme. » La voix de Jimmy se joignit à la sienne, et ils le psalmodièrent ensemble. « Et me fait désirer d'être juste pour la gloire de son nom. Oui, l'ombre de la mort s'étend sur le val où je marche, et cependant je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Leur respiration devenait difficile. Ben s'aperçut qu'il avait la chair de poule et que les petits cheveux de sa nuque se hérissaient comme des piquants. « Ton bâton, ta houlette, voilà mon réconfort. Tu dresses pour moi une table en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Le drap qui recouvrait le corps de Marjorie Glick se mit à trembler. Une main glissa en dehors du drap et ses doigts se tordirent en une sarabande convulsive. « Seigneur, est-ce que c'est vrai ou est-ce que je rêve » murmura Jimmy. Il était devenu tout pâle et ses taches de rousseur ressortaient sur ses joues comme des éclaboussures sur une vitre. « Jimmy, regarde la croix. » Elle était resplendissante et inondait sa main d'une lumière féerique. Une voix lente et étranglée, au timbre rauque, rompit le silence. « Danny !» Ben sentit sa langue lui coller au palais. La forme enfouie sous le drap était en train de se redresser. Dans la pièce qui s'obscurcissait, des ombres s'étaient mises à bouger. « Danny, où es-tu, mon chéri ?» Le drap tomba, découvrant le visage de Marjorie Glick émergeant de la pénombre comme une lune pâle, perforée par les trous d'ombre des yeux. Elle vit les 2 hommes et sa bouche s'ouvrit toute grande en un affreux rictus de rage. Les dernières clartés du jour faisaient étinceler ses dents. Elle s'assit de côté sur la table, jambes pendantes. Une de ses pantoufles tomba sans qu'elle la ramassât. « Restez assise là où vous êtes, » lui cria Jimmy. « N'essayez pas de bouger. » Elle répondit par une sorte d'aboiement métallique, se laissa glisser de la table et en trébuchant se dirigea vers eux. Ben s'aperçut que ses yeux sombres l'hypnotisaient et il en arracha son regard. On se serait noyé avec délice en assistant de surcroît à sa propre noyade dans ces galaxies noires cernées de rouge. « Ne la regarde pas en face, » dit-il à Jimmy. Il reculait devant elle sans s'en apercevoir, se laissant conduire vers le petit vestibule qui menait à l'escalier. « Essaye la croix, Ben. » Il avait presque oublié qu'il l'avait. Il la brandit et dut cligner des yeux tant elle brillait. Mrs. Glick, visiblement démontée, émit un sifflement et leva les mains pour cacher son visage. Ses traits se convulsèrent. Elle recula d'un pas en chancelant. « Ça a marché !» hurla Jimmy. Ben fonça sur elle, tenant la croix à bout de bras. Les doigts de Mrs. Glick se firent crochus comme des griffes et elle essaya de s'en saisir.
Ben esquiva le coup et poussa la croix tout contre elle. Elle laissa échapper un ululement déchirant. Pour Ben, ce qui suivit releva du cauchemar. Bien qu'il dût assister par la suite à des scènes encore plus horribles, ses rêves ne cessèrent plus d'être hantés par la vision de Marjorie Glick forcée de reculer vers la table, auprès de laquelle gisait le drap mortuaire à côté d'une pantoufle tricotée. Elle battit en retraite malgré elle, fixant son regard tantôt sur la croix odieuse, tantôt sur un endroit précis du cou de Ben, sous le menton à droite. Les bruits qui sortaient de sa gorge, sifflements et grognements gutturaux, n'avaient rien d'humain, et dans ce recul qui lui était imposé, elle ressemblait à quelque insecte énorme et maladroit. Ben comprit que s'il n'avait pas brandi cette croix, elle lui aurait déchiré la gorge de ses ongles et se serait jetée sur lui comme le rescapé du désert, mourant de soif, se précipite vers un point d'eau. Elle se serait gorgée du sang qui aurait jailli de sa carotide, et peut-être même s'y serait-elle baignée. Jimmy, pendant ce temps, s'était éloigné d'elle et avait entrepris un mouvement tournant sur la gauche. Les yeux sombres de Marjorie Glick, pleins de haine et de terreur, restaient rivés sur Ben. Jimmy passa derrière la table, et quand elle eut reculé jusque-là, il lança ses deux bras en avant et la saisit par le cou en hurlant comme un dément. Elle poussa un gémissement perçant et se débattit pour échapper à l'étreinte. Ben vit les ongles de Jimmy lui arracher un lambeau de peau à l'épaule sans que la moindre goutte de sang coulât de la plaie qui ressemblait à une bouche sans lèvres. Et puis, contre toute attente, elle réussit à saisir Jimmy et à le lancer à travers la pièce. Il atterrit dans un coin, heurtant dans sa trajectoire le poste de téléportatif de Maury, qu'il fit dégringoler de son support. Marjorie fonça sur lui. Sa course irrégulière la faisait ressembler à une araignée gigantesque. Dans la pénombre ambiante, Ben la vit se jeter sur Jimmy, lui déchirer son col et, avec la sauvagerie du prédateur, ouvrir grandes ses mâchoires et enfoncer ses crocs. Jimmy se mit à hurler, de ce hurlement perçant de ceux qui se savent condamnés. Ben se précipita vers elle, trébucha et faillit s'étaler sur les débris du poste de télé. Il entendait sa respiration sifflante et, moins fort, le bruit répugnant de ses lèvres amorçant leur succion. Il la saisit par le col de sa robe de chambre et la releva d'un coup, oubliant momentanément la croix. Elle tourna la tête avec une rapidité fulgurante. Ses yeux étaient dilatés et étincelants. Ses lèvres et son menton dégoulinaient de sang, un sang presque noir dans l'obscurité. Il sentit la puanteur dans son haleine, une puanteur de tombeau, et la vit se passer lentement la langue sur les lèvres. Il brandit la croix au moment même où elle l'étreignait avec une force qui le fit défaillir. Le bout arrondi de l'abaisse-langue formant le montant vertical de la croix la frappa sous le menton et remonta sans rencontrer de résistance. Ben eut l'impression d'avoir les yeux transpercés par une sorte d'éclair brûlant. Puis il eut une odeur chaude et âcre de chair calcinée. Le cri qu'elle poussa fut cette fois un cri d'agonie qui jaillit du plus profond d'elle-même. Il la sentit plus qu'il ne la vit se jeter en arrière, trébucher sur le poste de télévision et retomber en avant. Elle tendit les bras pour amortir sa chute et se releva aussitôt avec l'agilité d'un loup, les yeux rétrécis par la douleur, mais toujours animés de la même expression avide et sanguinaire. Sur sa mâchoire inférieure, la chair noircie fumait encore. Elle lui découvrit ses crocs. « Approche, salope !» dit-il haletant. « Approche, approche !» Il brandit la croix et réussit à la faire reculer jusqu'au fond de la pièce. Quand il l'aurait acculée au mur, il lui enfoncerait la croix dans le front. Mais au moment précis où il était parvenu à coincer Marjorie contre le mur d'angle, elle lâcha un rire aigu qui le fit tressaillir. Un rire aussi grinçant que le bruit d'une fourchette qu'on promène sur un évier en porcelaine. « Tu te crois le plus fort, mais je n'ai pas fini de rire. » Et là, sous ses yeux, ce fut comme si le corps de Marjorie Glick s'étirait et devenait translucide. Pendant un instant, il crut qu'elle était encore là à se moquer de lui, puis il se retrouva en face d'un mur nu, éclairé par la lueur blanche du lampadaire de la rue, les nerfs à vif avec le sentiment qu'elle était partie en fumée comme absorbée par la paroi. Elle n'était plus là, et Jimmy hurlait. Ben alluma le néon du plafond et se tourna vers Jimmy, qui, déjà debout, avait porté les mains à son cou. Ses doigts scintillaient de gouttelettes écarlates. « Elle m'a mordu !» hurlait Jimmy. « Mon Dieu, elle m'a mordu !» Ben s'approcha de lui et voulut l'entourer de ses bras, mais Jimmy, qui roulait des yeux comme un fou, le repoussa. « Ne me touche pas, elle m'a souillé. »« Jimmy, donne-moi ma sacoche. Le mal est en moi, je le sens, il me gagne. Pour l'amour du ciel, donne-moi ma sacoche. » Ben alla la chercher à l'autre bout de la pièce, et Jimmy la lui arracha littéralement des mains. Il se dirigea vers la table mortuaire et l'y déposa. Son visage, d'une pâleur cadavérique, ruisselait de sueur. Le sang giclait impitoyablement de la blessure qui lui avait entaillé le cou. Il s'assit sur la table, ouvrit la sacoche et fourragea dedans. Il respirait la bouche ouverte et son souffle ressemblait à un gémissement. « Elle m'a mordu, marmonna-t-il. Sa bouche, mon Dieu, sa bouche atroce !»
Il tira de sa sacoche une bouteille de désinfectant dont il envoya rouler le bouchon sur le carrelage. S'appuyant d'un bras à la table, il se pencha en arrière et versa le contenu de la bouteille sur la blessure. Le liquide, entraînant avec lui des filets de sang, éclaboussa du même coup sa gorge, son pantalon et la table. Il ferma les yeux et laissa échapper un cri, puis un autre, mais sa main ne trembla pas et il vida la bouteille jusqu'au bout. Jimmy, qu'est-ce que je peux? Une minute, murmura Jimmy. Attends, j'ai l'impression que ça va mieux. Attends un peu. Il jeta la bouteille qui se fracassa sur le carrelage. La blessure, lavée du sang impur, était nettement visible. Ben distingua 2 perforations, tout près de la jugulaire. L'une d'elles avait horriblement déchiqueté la chair, mais Jimmy avait déjà pris une ampoule et une seringue. Il dénuda l'aiguille de son enveloppe protectrice et l'enfonça dans l'ampoule. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut s'y prendre à 2 fois. Il remplit la seringue et la tendit à Ben. Antitétanique, pique-moi ici. Et il étendit le bras, le tournant de côté pour bien présenter la saignée. Jimmy, ça va te mettre KO. Non, non, ne crains rien, vas-y. Ben prit la seringue et interrogea Jimmy du regard. Jimmy lui fit un signe de tête et Ben enfonça l'aiguille. Le corps de Jimmy se tendit comme un ressort d'acier. Un instant, il resta pétrifié sous l'effet de la douleur, et ses muscles bandés à se rompre se détachèrent en relief, comme une statue personnifiant l'agonie. Puis il se détendit progressivement. Par réaction, son corps se mit à trembler, et Ben remarqua que son visage ruisselait de larmes autant que de sueur. « Pose la croix sur moi, dit-il à Ben. Si la souillure est encore en moi, la croix me purifiera. Tu crois? Oui, j'en suis sûr. Pendant que tu étais aux prises avec elle, j'ai voulu me jeter sur toi. Oui, que Dieu me pardonne, sur toi. Mais j'ai regardé la croix et j'ai été pris de nausée. Ben appliqua la croix sur le cou de Jimmy. Il ne se produisit rien. Elle avait perdu toute sa luminosité. Il la retira. Ça va, dit Jimmy. Je crois que c'est tout ce qu'on peut faire. Il farfouilla de nouveau dans sa sacoche et y trouva un sachet contenant 2 pilules qu'il avala aussitôt. Belle invention, la drogue, de temps en temps. Heureusement que j'étais allé aux toilettes avant que ça n'arrive. Je crois que je me suis pissé dessus, mais ça n'a pas été plus loin que quelques gouttes. Est-ce que tu pourrais me faire un pansement? Je crois, oui. Jimmy lui tendit de la gaze, du sparadrap et une paire de ciseaux de chirurgie. Ben s'approcha et vit que la peau autour des 2 blessures avait pris une vilaine coloration violacée. Il lui appliqua le pansement sur le cou le plus doucement possible, mais Jimmy eut une grimace de douleur. Pendant quelques minutes, j'ai cru que j'allais devenir fou. Oui, cliniquement fou. Ses lèvres sur moi, ses dents qui me mordaient. Il avala sa salive et la peau de son cou se plissa autour du pansement. Et quand elle me faisait ça me faisait plaisir, Ben. C'est diabolique, je bandais. Tu imagines? Si tu n'avais pas été là pour me délivrer, je l'aurais laissé faire. Oh, n'y pense plus, dit Ben. Il y a une dernière chose que je dois faire, bien que je n'en ai aucune envie. Quoi donc? Regarde-moi un instant. Ben acheva de poser le pansement et recula un peu pour regarder Jimmy. Qu'est-ce que... Sans que rien l'eût laissé prévoir, Jimmy lui décrocha un direct dans la mâchoire. 1000 étoiles fusèrent dans le cerveau de Ben. Il fit 3 pas en arrière en titubant et s'effondra. Puis, secouant la tête pour s'éclaircir les idées, il vit Jimmy venir vers lui. Affolé, il chercha la croix en se disant « C'est ce qu'on appelle un dénouement à la Henri. Oh, le con, le méchant petit con !»« Ça va ?» lui demanda Jimmy. « Je suis désolé, mon vieux, mais c'est plus facile quand l'autre ne s'y attend pas. »« Mais, bon Dieu !» Jimmy s'assit par terre à côté de lui. « Laisse-moi te raconter notre histoire. Elle n'est pas bien fameuse, mais je suis à peu près sûr que Maury Green nous soutiendra. Ça me permettra de garder ma clientèle, et puis ça nous évitera la prison ou l'asile. Ce n'est pas que ça m'importe tellement, au point où j'en suis, mais je tiens à rester libre pour combattre ces choses. Tu comprends? En gros, oui, dit Ben. Il se tâta la mâchoire et fit une grimace de douleur. Son menton était tout enflé du côté gauche. Écoute, quelqu'un s'est introduit ici pendant que j'examinais Mrs. Glick. Ce quelqu'un t'a neutralisé en te balançant un direct dans la mâchoire et s'est jeté sur moi. Pendant la bagarre, il m'a mordu pour me faire lâcher prise. C'est tout ce dont nous nous souvenons. Absolument tout. Compris? Ben fit oui de la tête. Le type en question portait une vareuse sombre, bleue ou noire, et un bonnet en tricot vert ou gris. C'est tout ce que tu as vu. Ok? Dis-moi, tu n'as jamais songé à abandonner la médecine pour faire une carrière de romancier? Demanda Ben. Jimmy sourit. L'imagination ne me vient qu'en cas de force majeure. Tu te rappelleras mon histoire? Oui, bien sûr. Elle n'est d'ailleurs pas aussi invraisemblable que tu le crois. Après tout, le cadavre de Mrs. Glick n'est pas le premier à avoir disparu ces temps derniers. J'espère que c'est ce qu'ils penseront, dit Jimmy.
Mais le shérif du comté est beaucoup plus futé que Parkins Gillespie. Il faudra se tenir à carreau. Garde-toi d'en rajouter. Crois-tu qu'il y aura quelqu'un dans l'administration pour faire le lien entre tous ces phénomènes? Jimmy secoua la tête. Aucune chance. Il va falloir se débrouiller seul. Et souviens-toi qu'à partir de maintenant, nous sommes des criminels. Sur ces mots, il se dirigea vers le téléphone et appela Maury Green, puis le shérif du comté, Homer McCaslin. Ben se retrouva chez Eva vers minuit et quart. Il se prépara une tasse de café dans la cuisine déserte et la but lentement, en revivant les événements de la soirée comme peut le faire un homme qui vient d'échapper à la mort. Le shérif du comté était un homme grand et chauve. Il ne fumait pas, il chiquait. Ses mouvements étaient lents, mais ses yeux vifs ne laissaient rien échapper. Il avait pris dans la poche arrière de son pantalon un gros carnet tout ratatiné, attaché par une chaîne, et avait sorti de son gilet de laine verte un antique stylo à réservoir. Il avait interrogé Ben et Jimmy, pendant que deux de ses adjoints prenaient des photos et saupoudraient les meubles afin de relever d'éventuelles empreintes digitales. Maury Green, qui se tenait immobile et silencieux dans un coin de la pièce, lançait de temps en temps un regard perplexe à Jimmy. Pour quelle raison s'était-il rendu à la maison funéraire de M. Green? Jimmy s'était chargé de répondre à cette question et avait raconté l'histoire de l'encéphalite. Est-ce que le vieux docteur Reardon était au courant? Eh bien, non. Jimmy avait cru bon de faire une petite visite de contrôle discrète avant d'en parler à qui que ce soit. Le docteur Reardon, c'est bien connu, ne savait pas toujours tenir sa langue. Et la femme, avait-elle eu finalement cette encéphale chose? Non, c'était pratiquement exclu. Il avait pu terminer son examen avant que l'homme à la vareuse ne fasse irruption. Jimmy n'était pas en mesure de dire de quoi elle était morte, mais en tout cas ce n'était pas d'une encéphalite. Pouvait-il décrire l'agresseur? Ils avaient repris les termes de l'histoire qu'ils avaient concoctés. Ben y avait ajouté une paire de bottes de travail, pour que ce n'ait pas trop l'air d'être bonnet blanc et blanc bonnet. McCaslin avait encore posé quelques questions, et Ben commençait à penser qu'ils allaient s'en tirer sans dommage, quand McCaslin, se retournant brusquement, lui avait demandé à brûle-pourpoint « Et qu'est-ce que vous veniez faire là-dedans, monsieur Mears? Vous n'êtes pas tout bib ?» Son regard attentif pétillait de malice. Jimmy avait ouvert la bouche pour répondre, mais le shérif lui avait fait signe de se taire. Si McCaslin, en s'attaquant à Ben de la sorte, avait pensé le désarçonner, il n'avait pas réussi. Ben était trop secoué par les événements de la soirée pour s'affoler devant une question. L'idée de se faire prendre en flagrant délit de mensonge ne l'effrayait guère. Non, c'est vrai, je ne suis pas médecin, je suis écrivain. J'écris des romans. J'en écris un actuellement où l'un des personnages secondaires est le fils d'un entrepreneur de pompes funèbres. Je voulais simplement savoir à quoi ressemble la salle de travail d'une maison funéraire. Jimmy m'a dit qu'il devait venir ici et j'ai profité de l'occasion. Il ne m'a rien dit du but de sa visite et je n'ai pas insisté. Il s'était frotté le menton où une petite bosse dure s'était formée. Mais il y a eu de l'imprévu. McCaslin n'avait paru ni satisfait ni mécontent de la réponse. Oui, de l'imprévu, en effet. C'est vous qui avez écrit La fille de Conway, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Ma femme en a lu un extrait dans un magazine féminin, Cosmopolitan, je crois. Elle riait comme une folle en le lisant. J'y ai jeté un coup d'œil, mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait de drôle dans cette histoire de petite fille qui se drogue. Moi non plus, avait dit Ben en regardant McCaslin droit dans les yeux. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Et le nouveau, celui qu'on m'a dit que vous étiez en train d'écrire à Salem. Oui? Peut-être que vous aimeriez le faire lire à Green, pour qu'il voie si vous n'avez pas commis d'erreur dans ce que vous avez raconté sur les pompes funèbres. Oh, cette partie-là n'est pas encore écrite, avait dit Ben. Je fais mes recherches avant d'écrire, c'est plus facile. McCaslin avait secoué la tête, l'air perplexe. Vous savez que votre histoire m'a l'air de sortir tout droit d'un livre de Fu Manchu. Un type s'introduit ici, met deux grands gaillards hors de combat et subtilise le corps d'une pauvre femme morte mystérieusement. Écoute, Homer, avait commencé Jimmy, mais McCaslin l'avait interrompu. Toi, n'essaie pas de me faire du charme. Tout ça ne me paraît pas très catholique, et même pas catholique du tout. Cette encéphalite, c'est contagieux, n'est-ce pas? Oui, c'est une maladie infectieuse, avait dit Jimmy sur ses gardes. Et ça ne t'a pas empêché d'emmener ton ami l'écrivain. Jimmy s'était rebiffé. Je ne mets pas en doute tes qualités professionnelles, et je te demande de faire confiance aux miennes. L'encéphalite est une maladie qui se propage lentement dans le sang et qui est peu contagieuse. J'ai estimé que nous courions aucun risque. Est-ce que tu ne crois pas que tu ferais mieux de partir à la recherche du corps de Mrs. Click et de son ravisseur, que ce soit Fu Manchu ou un autre, plutôt que de perdre un temps précieux à nous questionner? À moins que ça ne t'amuse. Le bon gros McCaslin avait refermé son carnet avec un long soupir et l'avait fait disparaître dans les profondeurs de sa poche de pantalon. Bon, on va diffuser le signalement que tu nous as donné, mais je doute fort que ça donne quelque chose.
À moins que ton hurluberlu ne se manifeste de nouveau, si hurluberlu il y a, ce qui m'étonnerait. Jimmy avait haussé les sourcils. Vous mentez, avait dit calmement McCaslin. Je le sais, mes adjoints le savent, et je parierais que même notre brave vieux Maury le sait aussi. J'ignore si vous mentez peu ou beaucoup, mais ce dont je suis sûr, c'est que je ne pourrai pas faire la preuve que vous ne dites pas la vérité tant que vous vous en tiendrez tous les deux à votre histoire. Je pourrais bien sûr vous mettre en tôle, mais la loi vous donne le droit de téléphoner, et n'importe quel blanc-bec frais émoulu de l'école de droit saura vous faire libérer, vu que tout ce que j'ai contre vous, ce sont de vagues soupçons. Je sais que vous avez manigancé quelque chose, mais quoi? Et puis, tel que je connais Jimmy, ton conseil juridique n'est certainement pas un débutant. Non, effectivement, répondit-il. Mais tout ça ne m'empêcherait pas de vous boucler si je croyais que vous mentez pour dissimuler un délit. Mais je ne le crois pas, avait repris McCaslin en appuyant rageusement sur la pédale de la poubelle en inox posée à côté de la table mortuaire. Le couvercle s'était soulevé brusquement et le shérif, suscitant la réprobation muette de Maury Green, avait envoyé gicler dans la poubelle un jet brunâtre de jus de tabac. Nous sommes prêts à vous entendre à nouveau, si vous voulez l'un ou l'autre reconsidérer votre version des faits, avait-il dit d'une voix mesurée en martelant ces mots. La situation est grave. Nous avons eu 4 morts à Salem, et les corps ont disparu tous les 4. Je veux comprendre ce qui se passe. Nous t'avons dit tout ce que nous savons, avait répliqué Jimmy avec une fermeté tranquille, en regardant McCaslin droit dans les yeux. Si nous pouvions t'en dire davantage, nous le ferions. McCaslin l'avait sondé du regard. Tu es mort de trouille, avait-il dit, et ton ami l'écrivain aussi. Vous ressemblez à ces types qu'on ramenait du front pendant la guerre de Corée. Les adjoints du shérif ne les quittaient pas des yeux, Ben et Jimmy n'avaient rien dit. McCaslin avait soupiré à nouveau. Allez, foutez-moi le camp. Mais je veux vous voir tous les deux au poste, demain matin à 10 heures, pour faire vos déclarations. Si vous n'êtes pas là à 10 heures pile, j'envoie une voiture de police vous chercher. Ce ne sera pas la peine, avait dit Ben. McCaslin l'avait regardé d'un air chagrin et avait secoué la tête. Et vous, pourquoi n'écrivez-vous pas des bouquins moins abracadabrants? Faites donc comme ce type qui écrit les Travis McGee. Lui, c'est du solide au moins. Ben se leva de sa chaise et alla rincer sa tasse à café dans l'évier, non sans s'être arrêté un instant pour jeter un regard à travers la vitre sur l'obscurité de la nuit. Qui avait-il là dehors ce soir? Marjorie Glick et son fils enfin réunis? Mike Ryerson, Floyd Tibbets, Carl Foreman? Il sortit de la cuisine et monta l'escalier. Il dormit toute la nuit avec la lampe de bureau allumée. Il avait posé sur la table de nuit, à portée de sa main droite, la croix faite de 2 abbesses-langues qui avaient eu raison de Mrs. Glick. Avant de sombrer dans le sommeil, sa dernière pensée fut pour Suzanne. Était-elle en danger?